celui qui se vantait de détenir l'empire sur lequel le soleil ne se couche pas, a régné en maître sur l'Europe du XVIe siècle. Dans ce nouveau numéro de Trésor d'Archives, nous avons choisi avec Thomas de nous intéresser à Charles Quint et plus précisément les 500 ans de l'Alliance avec les Grimaldi. Bonjour. Absolument. Bonjour Alexandra. Et c'est une date majeure effectivement dans l'affirmation de la souveraineté monégasque que cette année 1524, qui intervient 12 ans après la première reconnaissance internationale de la souveraineté des Grimaldi sur Monaco par le roi de France Louis XII à l'époque. Et c'est le contexte général évidemment des guerres d'Italie qui donne à Monaco, au rocher des Grimaldi, une importance stratégique majeure sur la carte de l'Europe. Il faut bien s'imaginer à l'époque un royaume de France qui est en réalité complètement encerclé par les possessions de Charles Quint, par les possessions de la famille Habsbourg. Et finalement, il y a une sorte de chemin de ronde espagnol qui forme une muraille autour de la France, et Monaco se situe en quelque sorte sur ce chemin de ronde espagnol. Donc pour les deux grandes puissances rivales du début du XVIe siècle, qui sont personnifiées par Charles Quint d'un côté et François Ier, rivaux pour le trône impérial, puisque c'est un trône qui, vous le savez, était un trône électif. On était élu empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est Charles Quint qui, finalement, donc, remporte l'élection face à François Ier. Et les Grimaldi, petite souveraineté, mais néanmoins souveraineté stratégique, les Grimaldi vont avoir évidemment l'intelligence d'anticiper cette installation de Charles Quint sur, comme vous le disiez, un empire planétaire. C'est la première mondialisation, la mondialisation espagnole au XVIe siècle en quelque sorte, et vont basculer de cette alliance avec la France vers cette alliance avec l'Espagne. Il y a justement un point particulier qui fait basculer à l'époque oui. Augustin Grimaldi. Absolument. Il y a un contexte général, vous avez raison de la rappeler, et il y a un contexte particulier que vous rappelez également. C'est l'assassinat en 1523 du seigneur de Monaco, Lucien Ier, par son neveu de Dolce Acqua, Barthélemy Doria. Il y a des raisons, je veux dire, intrafamiliales, mais évidemment, il y a aussi des raisons politiques, l'un instrumentalise l'autre, etc. Et surtout, donc, le successeur de Lucien, qui est son frère cadet, qui est un homme d'église, qui est Augustin, qui est l'évêque de Grasse, qui va occuper à titre viager comme régent en quelque sorte la seigneurie de Monaco, puisque son neveu, le fils de Lucien, a 1 an, en 1523, à la mort, au moment de l'assassinat de Lucien. Et donc, Augustin Grimaldi va être déçu de l'attitude française à l'égard de son neveu qui a assassiné son frère aîné. Et c'est l'élément qui va déclencher, au-delà du contexte international général, ce basculement en 1524 vers l'Espagne. Mais pas à n'importe quel prix. Oui, Augustin a beaucoup d'ambition pour Monaco. Il ne va pas se laisser faire et... C'est un bon négociateur, on peut absolument. dire. C'est un prélat lettré. C'est d'ailleurs lui qui organise la première bibliothèque du palais. Alors, pas exactement dans ses murs, mais en tout cas, et c'est dommage que nous n'ayons plus, évidemment, les ouvrages qui formaient sa bibliothèque. Mais effectivement, c'est un prélat extrêmement bien formé et qui se révèle être un stratège politique assez remarquable. La première négociation, le premier round, si je puis dire, se déroule à Burgos et se termine par un accord entre les représentants des deux parties. L'accord qui est signé à Burgos le 7 juin 1524 ne sera jamais ratifié parce que Augustin ne veut pas entrer dans un système d'hommage vassalique, en quelque sorte, à l'égard de l'empereur Charles Quint, quand bien même est-ce l'homme le plus puissant du monde à l'époque. Il n'envisage de se placer sous la protection de Charles Quint et donc de basculer, et c'est dire l'importance stratégique de Monaco, c'est qu'il a les moyens d'obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une reconnaissance pleine et entière de la souveraineté monégasque, qui lui est finalement accordée quelques mois plus tard, comme quoi parfois il faut savoir suspendre des négociations pour mieux les reprendre.
Et finalement, le 15 novembre 1524, à Tordesillas, donc là on retrouve encore une fois donc, la mobilité de Charles Quint en ses différentes résidences. Charles Quint, par cet acte qui est solennel, évidemment, on a toute la titulature, donc Carolus, donc un texte qui est en latin, il est l'empereur germanique, il est le roi d'Espagne aussi, eh bien il accorde cette souveraineté, il reconnaît cette souveraineté monégasque, ce qui ouvre la voie à cette période que l'on va malgré tout appeler période de protectorat espagnol a posteriori. Monaco a une vraie place dans cet empire. Charles Quint va faire appel à la principauté comme soutien, on peut même dire, oui. En renfort de galère. Absolument, c'est un point d'appui en direction de l'Italie, c'est un point j'allais dire de relâche, puisque sur le chemin de son couronnement comme roi d'Italie en 1529 à Bologne, il s'arrête à Monaco. Alors évidemment, c'est toute la politique de ses voyages officiels, vous voyez déjà, de ses gestes diplomatiques. C'est à la fois manifester son amitié à son allié Grimaldi, donc c'est toujours en 1529 Augustin Grimaldi qui est le seigneur de Monaco, et en même temps il vient pour vérifier l'état des fortifications et savoir si la place forte de Monaco est bien une place forte qui, en cas de conflit, serait une place efficace pour assurer la défense de son empire face toujours aux rivales français. Mais à la mort d'Augustin, ça se poursuit. Avec le tuteur, cette fois d'Honoré Ier, qui est trop jeune, évidemment, pour régner au début. Et en 1532, Charles Quint fait en quelque sorte un cadeau d'avènement au jeune Honoré Ier, alors qui ne règne pas de manière pleine et entière, il est encore jeune, il y a son tuteur, qui sera d'ailleurs son père adoptif, Étienne le Gouvernant, à qui on doit beaucoup dans le palais, on trouve souvent sur les fortifications, ne serait-ce qu'aussi le décor des magnifiques fresques qui ont été mises au jour depuis un certain nombre d'années, c'est l'œuvre d'Étienne le Gouvernant et d'Honoré Ier, et c'est dire d'ailleurs la période florissante que représente ce siècle pour Monaco. Et en 1532, par ce très bel acte donc scellé des armes de Charles Quint, donc des armes d'Espagne, puisque là c'est en tant que roi d'Espagne, et d'ailleurs vous voyez la signature de Charles Quint manuscrite, Yo el rey, moi le roi. Là, il y avait, je dirais, donc la casquette d'empereur germanique, un acte en latin, un acte qui est en tant que roi d'Espagne, et en tant que plus précisément roi de Naples, puisque Charles Quint octroie le marquisat de Campagna, qui sera le fief pour l'héritier du trône jusqu'au moment où ce marquisat sera remplacé par le marquisat d'Ebo, quand Monaco reviendra en quelque sorte sous le giron ou avec le roi de France comme allié. Donc il y a Campagna en Campanie, il y a Terlizzi, il y a Ripa Candida, il y a Monteverde, il y a Garagnone, des localités qui sont aujourd'hui donc au sud de la botte italienne, qui en Campanie, qui en Basilicate, qui dans les Pouilles, et avec lesquelles, depuis quelques années, le souverain a renoué cette chaîne du temps, et qui sont, en cette année du 5e centenaire de l'alliance avec Charles Quint, les invités d'honneur des 5e rencontres des sites historiques Grimaldi sur la place du Palais. Et on a d'autres traces, encore, une trace en tout cas, encore dans les rues de la Principauté, les ruelles du Rocher, de ce protectorat espagnol. C'est un linteau, c'est ça, oui, sur le Rocher? C'est dire qu'il y a eu effectivement que c'était un protectorat heureux et que la garnison espagnole de Monaco s'est métissée en quelque sorte avec la population monégasque. Un certain nombre de patronymes espagnols sont restés longtemps parmi les noms des familles monégasques. On peut penser à la famille du peintre impressionniste Eva González, élève d'Édouard Manet. Et sur le Rocher, il subsiste dans la ruelle de la Miséricorde un linteau du XVIe siècle qui est gravé en langue espagnole. Et à partir de
d'Honoré II, on peut dire que les relations avec l'Espagne s'affaiblissent. Elles se dégradent. Elles se dégradent totalement. Nettement, et dans un contexte international qui est à la défaveur de l'Espagne et qui est en faveur de la France. La guerre de 30 ans amène une victoire de la France et de ses alliés face à l'Espagne qui décline. C'est un autre soleil qui va recouvrir en quelque sorte l'Europe. C'est le soleil des Bourbons, c'est le soleil de Louis XIII, puis surtout évidemment de Louis XIV. Et le prince Honoré II, opportunément, anticipe cet affaiblissement de l'Espagne en renouant avec la France et par le traité de Péronne de 1641, nouant une communauté de destin qui vit encore aujourd'hui. Oui, que l'on retrouve toujours aujourd'hui, bien scellé. Merci beaucoup Thomas. Merci Alexandra. Et à très bientôt pour un nouveau Trésor d'Archives.